Tout de suite, le bonus de pulsation avec le professeur Antoinette Pécher-Bertschy, spécialiste de l'hypertension. C'est donc ce qui vous anime au quotidien qui nous réunit aujourd'hui, l'hypertension, qui est un libellé plutôt connu du grand public. Pourtant, sa définition, ses causes, ses conséquences, elles, le sont beaucoup moins. Quelle définition vous avez l'habitude de donner de l'hypertension ? Alors j'essaie d'expliquer à mes patients que c'est une condition, puis ensuite je mime la pression qui fait un impact ou un choc sur les artères en leur expliquant que cette condition peut abîmer toutes les artères qui vont nourrir les organes nobles du corps, le cœur, le cerveau, les reins. Et puis que ça c'est la mauvaise nouvelle si on en est atteint, et la bonne nouvelle c'est qu'on peut la renverser, l'inverser avec le traitement médicamenteux, mais aussi avec le style de vie. Quel est le lien, et ça risque d'étonner ceux qui vont nous écouter, entre les reins et l'hypertension ? Le lien existe. Le lien existe, les reins ne sont pas un simple organe qui filtre de l'urine, mais c'est un organe très intelligent qui a des fonctions endocrinologiques aussi. Et notamment, il produit une hormone qui s'appelle la rénine, rein-rénine. Ça a été extrait d'un broyat de reins de lapin au début du siècle dernier. On s'est aperçu que quand on injectait ce broyat de reins de lapin, on faisait monter la pression artérielle et ça donnait le développement après de toute la cascade rénine, qui est aussi la cible de la thérapie antihypertensive. Un mot autour de l'aspect symptôme sur l'hypertension. On appelle souvent l'hypertension maladie silencieuse, c'est le cas ? C'est pire, on l'appelle souvent le silent killer, c'est le tueur silencieux. C'est-à-dire qu'on peut avoir aucun symptôme, arriver à l'âge adulte et avoir déjà une dégradation de ses organes avancés sans n'avoir jamais rien senti. S'il a des symptômes, parce que parfois les patients en ressentent, ils sont de l'ordre de ce qu'on appelle non spécifiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être liés à beaucoup de choses. Par exemple, avoir mal à la tête, saigner du nez, avoir des vertiges, se sentir fatigué. Donc rien de très appelant pour une maladie précise. En revanche, c'est une maladie aux multiples conséquences. C'est lorsque ça se complique sérieusement que certains découvrent qu'ils sont atteints d'hypertension depuis de nombreuses années. Oui, on peut entrer dans la maladie ou dans la complication de cette condition de façon tapageuse, soudaine, par exemple une attaque cérébrale, la rupture d'un vaisseau dans le cerveau, une attaque cardiaque, ou les reins qui se sont complètement abîmés et qui nécessitent une suppléance avec la dialyse. Alors on peut traiter l'hypertension, la soigner, je ne sais pas si le terme est juste. On peut la soigner, mais on ne peut pas la guérir, sauf exception. On voit parfois des personnes qui changent complètement de style de vie, qui changent de métier, qui ont une vraie prise de conscience sur le poids, etc. Et là, on peut avoir, je ne sais pas si c'est une guérison, mais en tout cas une réversion, une inversion vers les valeurs qui étaient celles d'avant. Sinon, on peut soigner, mais pas guérir. L'arsenal thérapeutique existe, vous l'avez à disposition, simplement ? Oui, nous sommes riches d'un arsenal de 6 classes thérapeutiques dans lesquelles chacune contient encore des dizaines de molécules. Le problème, et probablement vous l'avez évoqué pour l'adhérence à d'autres thérapies avec le professeur Gaulet, tout ce qui est chronique, le problème c'est de faire perdurer la prise du médicament. Et on n'y arrive pas parce que on a environ 30% d'hypertendus ici en Suisse, à Genève, dans les pays développés. La moitié sont diagnostiqués. Parmi les diagnostiqués, environ la moitié sont traités. Et parmi les traités, seulement la moitié sont contrôlés, c'est-à-dire à la cible. Donc on a la moitié des sujets hypertendus qui ne sont pas dans les normes ou dans la cible qu'on souhaiterait être la leur pour les protéger. Qu'est-ce qui bloque ? C'est le fait, c'est complexe probablement, il y a un étiquetage, on dit l'effet labeling, le fait d'être étiqueté hypertendu alors qu'on ne sent rien, c'est difficile comme motivation pour prendre un traitement au long terme. Et puis, de façon succincte, c'est difficile de prendre un traitement au long terme, quelle que soit la maladie, même de finir sa boîte d'antibiotiques, c'est difficile. Donc, le travail de motiver le patient pour prendre son traitement pendant des années, des décennies, ça fait des dizaines de milliers de comprimés,
est extrêmement difficile. Les effets secondaires, notamment pour les hommes, sont contraignants. C'est aussi un frein que vous rencontrez? Oui, il y a des effets secondaires chez les hommes, mais aussi chez les femmes, c'est moins bien étudié, sur la dysfonction érectile, parce qu'on va, avec les médicaments, mais aussi simplement avec la baisse de la tension, avoir des effets qui peuvent ensuite s'améliorer, mais qui sont mal perçus. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on met forcément en avant, parce que ça reste relativement, disons, pas rare, mais Limité en tout cas. limité. Et puis il y a des effets aussi sur certains paramètres biologiques qu'on doit suivre. Un mot aussi au travers des traitements, mais surtout de la relation que vous avez, vous, avec vos patients. À quoi ressemble une consultation autour de l'hypertension? C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, ou au contraire beaucoup de tests, d'analyse, de prise de tension à l'évidence, mais c'est aussi une part de dialogue permanente? C'est essentiel le dialogue, c'est vraiment une fenêtre. Et si on prend la peine de bien l'ouvrir, on a vraiment une consultation de médecine interne pleine, parce qu'on va avoir le rein, le cœur, le cerveau, le vaisseau, mais aussi tous les aspects psychologiques sont vraiment cruciaux. Donc j'aime beaucoup ce que je fais, parce qu'avec cette petite fenêtre de juste un paramètre biologique, on peut vraiment avoir une porte d'entrée pour toute la santé du patient, si on veut bien la prendre dans un sens large. Pourquoi avoir choisi ça. cette spécialité? Vous êtes focalisé sur l'hypertension et peut-être le sel aussi? Souvent, c'est un peu par hasard. Donc, j'avais un vrai goût pour la néphrologie et la physiologie. Et puis, j'ai eu la chance de me former dans une très bonne équipe d'hypertension. C'est parti un peu comme ça, mais ce n'était pas une idée fixe. C'est pas un rêve de petite fille? Non, non, pas. C'était plutôt le sucre, je crois, quand j'étais petite fille. C'est un peu le hasard, mais c'est assez pertinent que ça vienne se greffer sur la néphrologie. Dernier aspect autour des valeurs. Souvent, effectivement, les valeurs vous aident et aident les patients dans leur propre suivi. À quel moment on devient hypertendu? À quel moment on est non malade et à quel moment on bascule dans la maladie? C'est une bonne question, parce qu'on a mis, j'allais dire un cut-off, je ne veux pas parler anglais, mais une borne de chiffres à 140 sur 90. Et à ce chiffre-là, en cabinet, on est hypertendu. C'est artificiel, et en fait, plus la pression artérielle augmente, plus le risque cardiovasculaire augmente, et je trouve qu'on a mis la borne à ce niveau-là. Donc il faut prouver, s'attacher à prouver que la pression artérielle est la plus souvent élevée. Et ce que l'on fait maintenant, on utilise beaucoup les mesures en dehors du cabinet, en dehors du milieu médical, pour établir le diagnostic. On a toutes sortes d'appareils qu'on peut faire porter à la maison. Donc si le patient consent à le faire, et si on le lui explique bien, on peut vraiment établir le diagnostic de façon péremptoire, avec des mesures en dehors du milieu médical. Les nouvelles technologies vous aident en ce sens? Oui, certaines applications sont j'apprends beaucoup développées? de choses avec mes patients. Souvent, ils me disent « mais votre iPhone, c'est un vieux truc, moi j'ai celui-là » et je regardais, et les patients eux-mêmes trouvent l'astuce pour me communiquer leur pression artérielle via le email ou via le téléphone portable. Donc cet aspect plus large de télémédecine, où les paramètres sont communiqués aux soignants, pas forcément en présence du patient, avec des instructions qui peuvent être données, surtout si les patients sont loin, je pense même à des pays éloignés, c'est quelque chose qui va devenir vraiment indispensable.